Bonjour, c'est Monsieur Blanchard qui te parle depuis son confinement. Bon, bah écoute, j'espère que tu vas bien. Et puis, je te propose aujourd'hui une nouvelle vidéo pour essayer de rester en contact et faire un petit peu d'histoire-géographie malgré ce contexte. Tu as travaillé sur la pampa argentine, ça a permis de réfléchir un petit peu sur les espaces agricoles. Qu'est-ce que c'est qu'un espace agricole? J'ai bien reçu les travaux, j'en reparlerai individuellement à chacun. Et puis, évidemment, j'espère que très vite, on aura l'occasion de se retrouver tous ensemble dans une salle de classe et puis on fera le point sur ce chapitre habiter les espaces agricoles. Ce que je te propose pour aujourd'hui, eh bien, c'est de revenir dans un chapitre d'histoire et de commencer, tu vois, ça s'affiche en ce moment sur l'écran, un nouveau chapitre qui s'intitule tout simplement Le monde des cités grecques. Donc tu fais une petite pause et puis tu notes sur une nouvelle page dans ton cahier le titre de ce chapitre. Voilà. Alors, dans ce chapitre, nous allons partir à la rencontre d'une grande civilisation qui a rayonné il y a environ 2500 ans, qui est la civilisation grecque. Tout de suite, un petit coup d'œil sur une carte. Cette carte, tu peux la retrouver dans la page 79 de ton manuel. Alors, on peut voir donc sur cette carte de la Méditerranée, tu reconnais, je suppose, nous sommes ici, nous en France aujourd'hui, eh bien on peut voir comment les Grecs vont s'installer au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ, tout autour de ce bassin méditerranéen, en y fondant ce qu'on va appeler des cités. Voilà, c'est le titre du chapitre. Donc attention, n'entends pas le mot cité comme on considère aujourd'hui une ville ou un quartier d'une ville. Une cité, à l'époque des Grecs, c'est un territoire avec une ville, c'est vrai, mais aussi la campagne qui l'entoure. Voilà. Alors, le cœur de cette civilisation grecque, regarde bien sur la carte, je l'entoure ici, c'est Athènes, voilà, qui correspond à la Grèce d'aujourd'hui. Mais les Grecs vont s'étendre rapidement vers l'est et puis aussi vers l'ouest. On le voit sur cette carte, c'est tous les territoires qui sont en vert ou qui sont en jaune et qui correspondent aux territoires où ces Grecs vont fonder ce qu'on appelle des colonies. Voilà, une colonie, une implantation où précisément ils vont faire des cités. Chacune de ces cités qu'on voit ici, donc Athènes, Sparte, et puis tu vois que ça va, par exemple, ici à l'ouest, une ville qui s'appelle Massilia, qui correspond aujourd'hui à la ville de Marseille, tout simplement. Eh bien, chacune de ces cités donc est indépendante, et elles se font même parfois la guerre entre elles. Mais attention, ce qui est très important, c'est que tous ces Grecs sont unis par une même langue et une même écriture. Et ils partagent aussi un même mode de vie, ils ont les mêmes cultures, tu vois, ils cultivent 3 plantes essentielles à l'époque, c'est le blé, la vigne et l'olivier. Et puis surtout, ils ont en commun les mêmes croyances. Ils croient en l'existence d'une multitude de dieux et de héros qui traversent des aventures extraordinaires. Et donc, pour entrer dans ce chapitre, je te propose aujourd'hui tout simplement d'écouter une de ces aventures. On appelle cela une légende ou un mythe. Donc tu peux noter aussi le mot mythe, M-Y-T-H-E. Voilà. Voilà, donc d'ailleurs à propos, donc une légende, un mythe, ça a donné le terme de mythologie, qui est l'ensemble de ces histoires, donc on parle de la mythologie grecque, pour désigner l'ensemble de ces aventures que tous les Grecs connaissaient à l'époque et se racontaient de génération en génération. Voilà, donc là, pas d'exercice à faire, juste écouter une belle histoire. Voilà, puis je te proposerai, après cette écoute, de faire quelques petites recherches personnelles derrière pour aller un petit peu plus loin. Alors, allons-y. L'histoire que j'ai choisie est celle d'un Athénien qui s'appelle Thésée. Voilà, j'ai écrit son nom. Donc, Thésée l'Athénien, voilà maintenant son histoire. Alors, voilà quelques images qui datent de l'époque des Grecs. À gauche, on voit un combat avec un animal un peu bizarre. À droite, ce même combat autour d'un labyrinthe. Bien, tu vas comprendre tout ça. Alors, au-delà de ces images, je te propose juste de fermer les yeux et puis de m'écouter maintenant. Voilà. Alors, Thésée, notre héros, donc,
a une enfance déjà bien compliquée, sur laquelle je vais passer rapidement. Enfin, sache quand même, donc, il est le fils, tout simplement, du roi d'Athènes, ce roi qui s'appelait Égée. Et puis, comme le père voulait protéger son fils, qui était l'héritier de son pouvoir, mais qui était menacé par des cousins, enfin des neveux, qui s'appelaient les Palantides, eh bien, il va cacher son fils avec sa mère pendant toute son enfance. Et puis, un jour, la mère de Thésée va lui révéler qu'il est le fils du roi Échée. Donc, naturellement, Thésée va vouloir se rendre à Athènes pour retrouver son père. Alors là, il va lui arriver déjà une série d'aventures, puisque les neveux du roi vont essayer de l'empêcher d'arriver à Athènes, et puis d'occuper le trône de son père. Donc, bref, donc toute une série d'aventures, mais il n'empêche que finalement Thésée, qui est, on l'a dit, un héros donc très fort, qui est très courageux, va réussir à rejoindre son père. Son père le reconnaît et puis il n'a pas de mots assez tendres pour accueillir dignement son fils et puis le féliciter d'avoir réussi à le retrouver. Donc on fait une grande fête, mais malgré tout, pendant cette fête, Thésée se rend compte que son père, donc Égée, il garde un visage assez sombre. Et donc, il lui demande de lui dire ce qui ne va pas. Tu étais si content tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu as du chagrin maintenant? Et son père hoche la tête et tristement, il dit: Ah, mon fils, en fait, un triste anniversaire se prépare, tu sais. Comme tous les 9 ans, nous allons devoir verser un tribut au roi de Crète, qui s'appelle Minos. Nous allons devoir lui verser un tribut, c'est-à-dire lui faire cadeau de 7 jeunes filles et de 7 jeunes gens. Nous devons faire ce cadeau tous les 9 ans au roi de Crète, parce que son fils a été tué près de chez nous et il nous en rend responsables. Et pour éviter une guerre meurtrière, nous devons payer ce tribut. Et excusez-moi, Thésée sait que ces 7 jeunes filles, ces 7 jeunes gens qui doivent être livrés au roi de Crète, en fait, sont promis à la mort. On va voir un petit peu plus loin comment. Et l'intrépide héros réagit tout de suite et dit: Eh bien, mon père, je vais faire partie de ce tribut, et je te promets que ce sera le dernier. Alors, le roi Égée tente en vain de dissuader son fils. Il vient juste de retrouver son fils unique et il ne veut pas s'en séparer si vite. Et puis, il était en train de vieillir et il était temps pour lui de laisser le trône à son héritier. Mais Thésée décide de partir, lui promet de revenir très vite à Athènes pour prendre sa succession. Et puis, il se prépare à embarquer. Juste avant de partir, il s'efforce encore de consoler son père avec quelques mots rassurants, et il dit ceci: Au départ, puisque la cité est en deuil, nous avons hissé sur notre bateau de tristes voiles noirs. Et si je rentre sain et sauf, tu verras les voiles blanches de la victoire. Et sur ces paroles d'espoir, Thésée prit le large vers la Crète. Alors la traversée fut lugubre, car tous les jeunes victimes avaient entendu parler de leur sort. Ce qui les attendait, eh bien, Thésée l'apprit de la bouche d'une de ses compagnes qui lui dit: Nous sommes tous destinés au Minotaure, un monstre. C'est un monstre, qui est né des amours de la reine de Crète avec un taureau. Voilà, et c'est devenu un être hybride, moitié homme, moitié bête, et c'est la honte du palais du roi de Crète. Et donc, pour l'isoler, le roi a demandé à Dédale, qui est le plus grand des architectes, de lui construire un labyrinthe. Et donc le monstre est enfermé dans le labyrinthe, et de temps en temps, il lui livre pour le nourrir en pâture les jeunes corps de ces Athéniens. Et personne n'en revient jamais. Et donc, quand ce bateau arrive en vue de la Crète, Thésée tente de rassurer tous ses camarades, mais ils ont tous une terreur sur le visage, voilà, parce que c'est leur destin, c'est la mort qui s'annonce avec l'arrivée en Crète. Et lorsque tous ces jeunes Athéniens débarquent, eh bien, la fille du roi, qui s'appelle Ariane, remarque la stature exceptionnelle de Thésée. C'est le seul qui semble
fier, qui refuse la mort, qui est déterminé. Et donc, cette bravoure plaît à Ariane. Autrement dit, bon, elle a un coup de foudre, disons. Bing, elle tombe amoureuse et elle décide de l'aider secrètement dans son combat contre le Minotaure. Et donc, juste avant que Thésée n'entre dans le labyrinthe avec les autres Athéniens, elle lui glisse quelques mots en secret. Si tu veux ressortir du piège, prends cette bobine de fil blanc. Je vais garder moi-même l'autre extrémité, comme ça tu n'auras qu'à les dévider tout en marchant, et au retour tu suivras le fil. Que les dieux te protègent. Ah, une chose était d'affronter le Minotaure, ce monstre, hein, mais c'en était une autre encore que de sortir de ce lieu aux 1000 détours. Et donc, pour remercier cette jeune fille, Thésée promet de l'emmener avec lui et de l'épouser. Alors là, Ariane, évidemment, elle est au comble du bonheur. Les portes du labyrinthe se referment, et puis un lourd silence s'installe. Alors, à voix basse, Thésée commande à chacun de se tenir près de la sortie, tandis que lui ira régler son sort au monstre. Il a un tel optimisme qui rassure un petit peu tous les malheureux. Il lui souhaite bonne chance et il part. Voilà. Et donc, Thésée, tout en prenant soin de dérouler le fil de soie derrière lui, s'enfonce dans les couloirs du labyrinthe. Et puis, de l'autre côté, donc, Ariane suit sa progression et elle reste à l'écoute. Ah, soudain, le fil s'agite. Ah, ça y est, Thésée est face au Minotaure. Et là, la bête énorme charge. Mais, on n'oublie pas que Thésée est un héros, il est agile et il échappe d'un bond à ce premier assaut. Et il réussit à arracher une corne du Minotaure au passage. Voilà. Et quand la bête fait demi-tour, Thésée s'élance pour lui planter la corne en plein front. Alors, le Minotaure essaye d'esquiver le coup, hop, et la corne se fiche dans son flanc et il perd beaucoup de sang. Et là, en quelques minutes, le monstre s'éteint. Thésée est victorieux du Minotaure. Et grâce au stratagème d'Ariane, Thésée retrouve très facilement son chemin. Alors, il n'attend pas la réaction de Minos, le roi de Crète, très vite. Il quitte l'île en compagnie des Athéniens et de cette belle qui l'a sauvée pour fêter la fin de leur cauchemar. Et au retour, évidemment, la traversée, c'est pas du tout comme elle allait. Là, c'est la fête, tout le monde est joyeux, on célèbre la victoire de Thésée et on le félicite pour ses noces prochaines avec Ariane. Et puis pendant ce temps-là, en Crète, la nouvelle de la mort du Minotaure s'est répandue et est parvenue jusqu'aux oreilles du roi. Alors, il est évidemment furieux que le labyrinthe ait laissé échapper les Athéniens, et il décide, dans sa fureur, d'enfermer dans le labyrinthe le Dédale. Vous savez, j'en ai parlé tout à l'heure, Dédale, c'est cet architecte surdoué qui avait construit le labyrinthe. Et donc, le roi de Crète, pour le punir, enferme Dédale dans le labyrinthe avec son fils Icare. Alors, si tu veux bien, on va faire une petite parenthèse. On va revenir dans quelques minutes à l'histoire de Thésée et à son retour, mais on va voir un petit peu ce qui arrive à ce Dédale et à son fils Icare dans ce labyrinthe qui est devenu leur prison. Parce que dans ce labyrinthe, Dédale, lui, continue à travailler ses travaux d'architecture, mais au bout d'un moment, il en a marre et il voit aussi son fils tourner en rond, donc il décide de s'évader. Et il dit ceci à son fils: le roi de Crète peut bien nous fermer les chemins de la terre et des flots, mais la route du ciel nous reste ouverte, c'est celle-là que nous prendrons. Il a beau être maître de tout, le roi n'est pas maître de l'air. Et comme Dédale est un génie, il se met à inventer un art nouveau qui ouvre à l'homme des routes qui n'avaient jamais été expérimentées. Il dispose sur une ligne des plumes d'oiseaux, en ordre régulier, en alternant des courtes, des longues. Ensuite, il les fixe entre elles avec de la cire. Il fait couler de la cire chaude, et puis il les incurve pour imiter les ailes des oiseaux. Et voilà, et comme ça, il y a 2 paires d'ailes magnifiques qui sortent des mains de l'artiste. Il en met une à son fils sur ses épaules, il s'en met une, et là, miracle, il suffit de les agiter pour rester suspendus en l'air. Alors, le jeune Icare est complètement grisé par cette sensation nouvelle, tu imagines, voler. Et donc,
Pour autant, son père lui dit, avant de s'envoler, oh là, attention, hein, Icare, je te conseille de te tenir à mi-distance de l'océan, de crainte que l'air humide n'alourdisse tes ailes, mais ne va pas trop haut non plus, car tu serais brûlé par les feux du soleil. Vole entre les deux, et prends-moi pour guide. Et là, il s'envole. Ah, c'est magnifique, et la crête est déjà très loin derrière eux, quand le jeune Icare voulut prendre un peu de liberté. Il commence un petit peu à prendre la confiance, donc il abandonne son guide et il s'envole plus haut, et puis encore un petit peu plus haut, vers le soleil brûlant. Et la chaleur du soleil, son père l'en avait prévenu, ne tarde pas à ramollir la cire qui retenait les plumes. Les plumes tombent une à une et se dispersent au gré des courants. Et l'enfant Icare agite ses bras nus. Le malheureux n'a plus aucun appui sur l'air et son pauvre corps chute lourdement à travers les airs et disparut dans les profondeurs de la mer. Il n'a même pas eu le temps de crier le nom de son père. Quand Dédale se retourne, c'est trop tard. Tout en bas, il voit les flots sombres percer juste une petite tache d'écume. Et là, Dédale va maudire son invention, va rejoindre Athènes quand même et la fait disparaître dès son arrivée à Athènes. Voilà pour cette triste histoire de Dédale et d'Icare. Alors, je te l'ai promis, on revient maintenant avec Thésée et Ariane qui sont de retour vers Athènes. Alors, la ville d'Athènes est en émoi et puis évidemment attend le retour du fils du roi. Et il s'était arrêté, Thésée, donc, dans l'île de Naxos, qui est à mi-chemin, pour que l'équipage se repose. Alors, jusque-là, il avait filé le parfait amour avec Ariane, mais là, il semblait un petit peu pris par le remords. Peut-être qu'il lui avait promis un petit peu trop vite de l'épouser. Alors, il voulait revenir sur cet engagement, mais il n'a pas le courage de l'annoncer à la jeune femme. Et un après-midi, au moment où il était en train de faire une petite sieste sur le rivage, eh bien, il embarque très vite sur le navire et quitte l'île en abandonnant sa promise. Et quand elle se réveille, l'infortunée Ariane se retrouve seule. Alors, elle maudit Thésée, évidemment, elle pleure toutes les larmes de son corps. Ah, comme par hasard, il y a un dieu qui passe par là, qui s'appelle Dionysos, qui vit la jeune fille attristée. Il en est très ému et il lui propose, sur le champ, de l'épouser. Ah voilà, vous voyez, Ariane venait de perdre un héros, mais elle avait trouvé un dieu. Alors, Thésée, de son côté, lui, était si heureux de rentrer à Athènes et de retrouver son vieux père, qu'il oublie vite cet incident d'Ariane. Mais, la joie du retour lui a fait commettre un autre oubli, un petit peu plus tragique, souvenez-vous. Il a oublié de changer les voiles, et les voiles noires restent hissées tout en haut du mât. Et lorsque Égée, depuis Athènes, voit au loin le bateau arriver et ce signal funeste, il est désespéré et il se jette dans la mer, craignant que son fils soit mort, bien sûr. Et donc, lorsque Thésée arrive, il ne revoit jamais son père. Il le pleura longtemps, et d'ailleurs, il donna à cette partie de l'océan le nom de mer Égée, en l'honneur de son père. Voilà. Donc il a célébré pour son père des funérailles exceptionnelles, il devient roi d'Athènes, et il y régna pendant longtemps avec sagesse. Voilà, alors il a connu plusieurs épreuves ensuite, mais il en revient à chaque fois victorieux à la joie de son peuple. C'est pour ça que c'est un héros, justement. Voilà, je te propose de rouvrir les yeux maintenant. Bon, j'espère que mon histoire t'aura plu. Je voudrais juste rapidement, à propos de cette histoire maintenant, t'indiquer quelques mots et des mots à partir desquels peut-être tu pourras faire des recherches complémentaires. Dans notre langue aujourd'hui, de tous les jours, parfois, eh bien, on parle d'un dédale. Voilà, un dédale, pour désigner quelque chose qui est en rapport avec l'histoire que tu viens d'entendre, bien sûr. Parfois, on utilise aussi l'expression « se brûler les ailes ». Tu vois ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se brûler les ailes, dans le français d'aujourd'hui? Hein? Et puis, de la même manière, l'expression « le fil d'Ariane », c'est une expression qui est utilisée aussi couramment et qui est en rapport avec notre histoire. Donc, tu vois comment, quand on connaît les légendes, les mythes de la Grèce ancienne, eh bien, c'est aussi un moyen pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on fait de l'histoire.
Voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, bon courage, prends bien soin de toi et puis de tes proches, et je te dis à très bientôt.